Franco-gabonais, Adrien Nkoyemba a un rêve pour l'Afrique. Connecter les jeunes du monde entier en leur faisant découvrir les 17 objectifs de développement durable, les 7 aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine et les 9 limites planétaires portées par la communauté scientifique. Bien entendu, sans oublier les forêts du bassin du Congo. Né en France, il a grandi entre Libreville et Dakar. Petit-fils du premier président du Gabon, Adrien Nkoyemba a suivi des études en droit et sciences économiques à Rennes. Il se lance dans les affaires entre la France et le Gabon et aide sa mère à créer l'Institut Léon Mba. Le complexe scolaire accueille aujourd'hui 500 élèves répartis de la maternelle à la terminale. Wani est une entreprise à mission. Je l'ai créée en 2018 à Rennes et aujourd'hui, Wani est inséré dans un large écosystème d'entreprises innovantes. La raison d'être de Wani, c'est de connecter les jeunesses du monde entier autour des limites planétaires, avec comme fil conducteur les forêts du bassin du Congo. Pour le chef de l'État gabonais, il faut valoriser le pétrole vert que constitue le formidable écosystème du Gabon. 22 millions d'hectares de forêts, environ 4 millions de terres agricoles disponibles et 800 km de littoral maritime. Situé au cœur du massif forestier du bassin du Congo, premier poumon vert de la planète, le Gabon a consacré 11% de son territoire aux parcs nationaux en vue de participer à l'effort mondial de préservation de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Cette forêt est, contrairement à ce qui se dit beaucoup, n'est pas le deuxième poumon de la planète, mais le premier poumon de la planète. C'est la deuxième superficie, mais c'est la première capacité de fixation de carbone. Pour beaucoup de raisons biologiques, historiques, on fixe plus de carbone aujourd'hui dans le bassin du Congo que dans le bassin d'Amazonie ou dans le bassin d'Indonésie. La sanctuarisation de 11% du territoire national fait du Gabon un pays pionnier dans la protection de son environnement. Et aujourd'hui, les scientifiques sont tout à fait d'accord. À moins d'une bifurcation radicale, les forêts du bassin du Congo peuvent disparaître d'ici 2100, entraînant une hausse des températures globales de plus 5 degrés, sachant qu'à 3 degrés, l'Afrique deviendrait inhabitable. C'est pour cette raison qu'il est important, il est vraiment urgent de sensibiliser la planète tout entière pour qu'elle nous accompagne pour préserver ce bien public mondial. En 2009, dès sa prise de fonction, le président Ali Bongo Ondimba se démarque de ses pairs à la conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique. Une prise de distance qui s'est concrétisée par l'élaboration d'un plan climat national visant à réduire l'empreinte carbone du pays. Sous l'autorité de son prédécesseur, l'engagement du Gabon, pris en 1972 à Stockholm lors du premier sommet de la Terre, s'est ainsi renforcé. Une nouvelle dynamique en faveur du développement durable qui fait suite à la 14e conférence annuelle de l'ONU sur le changement climatique de décembre 2008 à Poznań en Pologne, qui visait l'élaboration d'un nouvel accord sur le régime climatique post-2012 afin de réduire de façon considérable les émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier. Selon le protocole de Kyoto, si rien n'est fait, les effets de serre provenant de l'activité humaine deviendront catastrophiques. Pour faire écho au leadership du président gabonais sur les questions environnementales, la semaine de la biodiversité organisée à l'Institut Léon Mba, dans le prolongement de la Journée internationale de la biodiversité, a suscité la mobilisation des organisateurs pour sensibiliser les acteurs de la communauté éducative. Il est question de chaque Gabonais, qu'il soit jeune ou adulte, participe au moins à cet effort de mener national. Nous devons décider de... Léna Pambou,
représentant les élèves. Jean-Joël Ndam Biogué, président du conseil départemental du Komo-Océan. Christiane Mba, fondatrice et présidente de l'Institut Léon Mba, puis Adrien Kogemba, directeur général, ont tour à tour invité l'auditoire, dans la phase des discours, à s'interroger sur l'enjeu de l'éducation à la biodiversité, ce dès l'école primaire. Pour sensibiliser les élèves de l'Institut Léon Mba aux enjeux du développement durable et aux gestes éco-responsables, une visite verte a eu lieu à l'arboretum de Siban. Activité en phase avec l'une des recommandations du plan opérationnel Gabon Vert qui incite fortement à la visite de sites naturels par les apprenants. Sauf que là, c'est la résine de cet arbre. Lorsque vous prenez du feu, de l'allumette, vous allumez, ça s'allume comme la bougie. Enfin, l'arbre, c'est le koumé. Voilà. Donc vous n'avez jamais vu un koumé? Toi, tu as déjà vu ça? Ah, vous aussi, hein? Ah, ok. Mais comment tu ne l'as pas reconnu? Donc c'est lui le koumé. Le koumé, c'est principalement le bois avec lequel on fait le compte plaqué. Vous connaissez le compte plaqué, non? Par le passé, le Gabon a abrité la plus grande usine de compte plaqué en Afrique. Je crois même au monde. Vous avez humé l'odeur de l'eau. Cette odeur-là vous renvoie à quoi à la maison? Ah bon, hein? Quelque chose. Oui. C'est un arbre aussi que vous avez à la maison. Vous n'avez pas humé l'odeur là? Ah. Il y a un mangue. Vous connaissez la tangane? Oui. Qui mange la tangane? Vous n'avez pas humé que ça sent un peu la tangane? Ah, donc vous ne savez pas humer. Identifier la plante à partir de ses feuilles. Soulevez-le et vous regardez les feuilles en haut d'abord. Les forêts gabonaises abritent plus de 400 essences de bois, dont seulement 60 sont valorisées. Les écureuils peuvent loger à l'intérieur. Si c'était plus haut, vous pouvez trouver même des serpents. Et aussi, par exemple, les perroquets, lorsque les trous sont plus hauts, voilà, c'est là-dedans qu'ils font leur nid. Ok, donc on a déjà vu qui? Le koumé. On va continuer. Le koumé à lui seul représente 60% de l'exploitation et de la production nationale. À cela s'ajoute une exploitation sans titre, des coupes de bois en dehors des limites du permis forestier, des récoltes de produits autres que ceux prévus dans le titre d'exploitation, le non-respect des quotas de production, de transformation et d'exploitation, pratique frauduleuse estimée en 2013 à 50 000 mètres cubes par an dans la seule province de l'Estuaire. Nous sommes actuellement à l'arboretum de Sibang, situé à Libreville. Cet arboretum a été créé en 1932 par des Français qui voulaient expérimenter différentes espèces du Gabon et de l'étranger. Mais ils se sont rendus compte que les espèces qui venaient du Brésil, de la Chine, étaient toujours dominées par les essences gabonaises. Cet arboretum mesure 16 hectares. Nous trouvons de l'okoumé, du moabi, du sipo et différentes essences de la forêt gabonaise. L'Institut Léon Mba ambitionne d'être un laboratoire pour mobiliser l'ensemble des forces sociales pour la réalisation du Gabon vert. Dans l'un des axes, il y a l'initiation au développement durable. Et parmi cette initiation au développement durable, il y a la découverte par les élèves de sites naturels. Et l'arboretum de Sibang s'y prête parfaitement. J'ai trouvé les enfants assez surprenants, qui découvrent la forêt gabonaise et qui découvrent aussi les services écosystémiques qu'elle nous rend. D'ailleurs, l'arboretum de Sibang s'appelle également IFAMETRA, l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle. Or, en Afrique, 80%
des gens qui se soignent, c'est avec de la médecine traditionnelle. Or, l'OMS explique aujourd'hui que pour atteindre une couverture maladie universelle en Afrique, il faudrait passer par la médecine traditionnelle. Puisqu'on parle de biodiversité, on peut parler également des médicaments. Là, tout le monde sait très bien que la canopée, aujourd'hui, fournit la plupart des industries, les laboratoires en Europe. Donc on peut le faire également là-bas. On peut également, comme aime le dire le directeur général de l'Institut Léon Bar, en parlant de climat. Et ce climat aujourd'hui nous réserve des surprises. Nous réserve des surprises. Des pandémies qu'on ne connaissait pas qui sont là. Un peu d'histoire. Le 9 février 1839, le roi Denis Rapochombo et le capitaine de vaisseau Boué Villomez signent le premier traité d'amitié franco-gabonais, assurant à la France une présence commerciale à la barbe des puissances rivales. La scène se déroule alors sur la rive gauche de l'estuaire, d'une superficie de 3646 km², aujourd'hui naturellement préservée, le département du Congo-Océan. Ce territoire ne manque pas d'atouts. Il possède une longue façade atlantique dotée de belles plages propices au tourisme et à la villégiature. On y rencontre les mangroves les plus hautes du Gabon. Le département est réputé pour ses plages à Oyane, Nyonyi, la Pointe-Denis, mais également pour la beauté du parc national de Pongara, parc marin, à quoi il faut ajouter la réserve présidentielle de Wanga-Wangé. La partie continentale est caractérisée par une multitude d'écosystèmes variés, comprenant les forêts galeries, les bosquets et des savanes où l'on rencontre encore une faune exubérante malgré la proximité avec Libreville. À la fin de la Première Guerre mondiale, le Gabon est le principal fournisseur de bois de la métropole. Ici même sont taillées toutes les traverses des chemins de fer français. Ici, nous sommes sur le site du plus gros chantier forestier de l'Afrique équatoriale française, qui se trouvait, le centre même du chantier se trouvait en arrière, à quelques kilomètres derrière. Mais c'est ici où tout finissait parce que était débarqué le bois qui était coupé, était débarqué pour être emporté à partir d'ici. Et le bois va devenir leur vers de la colonie. Donc la première richesse qui va être exploitée à outrance, c'est le bois, et qui va faire vivre la colonie et les familles des autochtones. Peut-être que je ne le fais pas assez. De communiquer sur le département dont je suis le député, mais cette journée de biodiversité, sur la biodiversité, a permis de faire connaître le Congo-Océan. Si ce jour-là, il y a eu des invités qui ne connaissent pas le Congo-Océan, je crois que ne serait-ce que par la maquette que vous nous avez exposée, ils ont compris, ils ont su, ils ont découvert le Congo-Océan qui est un département qui réunit toute la biodiversité. C'est peut-être difficile de dire parce que c'est des contraintes. Les parcs nationaux, la chasse, le domaine de la zone de chasse de la présidence, c'est des contraintes. Mais on est content aujourd'hui de voir que
le fait d'avoir interdit la chasse fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons, les buffles se sont multipliés, les éléphants se sont multipliés, et bien d'autres espèces se sont multipliées, si bien que quand vous allez aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer une heure sans apercevoir un animal sauvage. Je dis bien un animal sauvage. Quand on voit les caractéristiques de nos plaines, de Rundu Savane, nous ne sommes pas loin des plaines du Kenya, la Namibie. Donc je rêve de voir des échanges d'espèces. Pourquoi pas demain qu'on échange des zèbres contre certains animaux, qu'on échange les autruches contre certains animaux, qu'on échange les girafes contre certains animaux, parce que cette plaine-là a toutes les caractéristiques pour faire voir aux 600 000 ou 800 000 Gabonais qui habitent Libreville de traverser tous les week-ends et aller découvrir ces animaux dans le sens de se divertir. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être répété, ça doit être quelque chose de répétitif, parce que l'éducation, vous le savez mieux que moi, c'est vous qui êtes dans l'éducation, c'est la répétition. Et je pense très franchement que si on travaille ensemble, il y aura un impact sur cette école-là. C'est très bien. Ça participe de l'épanouissement intégral des apprenants. Ça permet également de montrer toutes les potentialités que nous avons sous nos cieux et montrer effectivement qu'aujourd'hui, le pétrole, ce n'est plus ce qui fait la richesse. Aujourd'hui, il faut miser sur le tourisme, il faut miser sur la nature. Ce sont des éléments aujourd'hui qui permettent de compenser pour le futur, bien sûr, vu qu'on rentre dans une époque assez difficile. On parle de réchauffement, etc. Miser sur ces aspects, sur ces éléments pour le développement futur. C'était fructueux parce que les enfants ont eu l'air d'apprécier le sujet, de vouloir en savoir un peu plus. C'est vrai qu'ils étaient plutôt timides par rapport au fait de poser les questions, mais au moins je crois qu'il y a un réel intérêt qui a été suscité à leur niveau. Et il serait intéressant de multiplier ce genre d'initiatives. Le programme scolaire d'initiation aux enjeux du développement durable à l'école primaire doit comprendre des projets à dimension éco-responsable, comme des activités de plantation de végétaux, de ramassage, de recyclage de déchets et autres objets non biodégradables en matière plastique inusable que l'action de la lumière et la chaleur du soleil ne suffisent pas à détruire. Les recycler, c'est les transformer en substances réutilisables. C'est que, en dehors du fait de faire revivre des objets en les recyclant, nous avons aussi également pensé justement à revaloriser notre patrimoine, notre biodiversité. Par exemple, les animaux qui sont interdits à la chasse, donc on les regroupe, et ces animaux qui sont interdits à la chasse vont justement apparaître dans les abat-jours. Voyez-vous? Alors, voici par exemple je peux déjà le citer parmi les objets, mais eux-mêmes prendront le relais. Un des objets recyclés qui est ici, c'est donc un PVC. Et donc, les orifices qui ont été faits avec la perceuse, dont les enfants vont donc introduire derrière chaque orifice donc un animal avec son nom et donc et son illustration. Donc, ça permettra à l'usager qui a donc l'abat-jour chez lui de connaître, de se rappeler quels sont les animaux. Voilà, tout à fait. Donc à tous les membres de la famille. Et il y a 27 animaux protégés. Donc vous voyez, allez, 127. D'accord, l'éléphant qu'on connaît tous, qui est le jardinier de nos forêts, d'accord. Je crois que l'une des priorités aujourd'hui, en dehors de l'éducation nationale, de la santé, des infrastructures routières, mais ça fait partie d'ailleurs quand je parle de commission des infrastructures, mais il y a l'agriculture.
Vous ne pouvez pas être un brillant ingénieur, un brillant médecin, un brillant étudiant, un brillant élève si le ventre est vide. Et je pense que le Congo océan devrait reprendre le titre de garde à manger, de grenier qu'il avait à l'époque coloniale. Pour ceux qui ont mon âge, vous êtes jeunes, ou en regardant un peu les archives, vous verrez que le Congo océan a toujours été le grenier de la ville de Libreville, en termes de légumes, en termes de fruits. Pour la petite histoire, ceux qui ont mon âge, vous pouvez toujours vérifier. Le pont qui est aujourd'hui devant la Caisse nationale de sécurité sociale, c'était le marché de fruits, à mon époque. C'était le marché des fruits, les oranges, les pamplemousses, les mangues, les avocats venaient de l'autre côté. Donc je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'incertitude qui plane sur nous à cause des dérèglements climatiques, je pense que on doit tout faire pour que le Congo océan redevienne un grenier en termes de poissons, en termes de légumes, en termes de fruits. Donc je pense que à ce niveau-là, une réflexion doit être menée pour préparer l'avenir, parce que gouverner, c'est prévoir. Par rapport à l'exposition là, j'avoue que j'ai été agréablement surprise. Ce qu'ils ont pu faire avec ces différents matériaux de récupération, le PVC, on va dire, il y avait le PVC, il y avait le rouleau pour les câbles de courant. Ça, franchement, j'étais agréablement surprise. Et la représentation du Congo océan, chapeau à ses enfants. Il serait intéressant qu'ils fassent par contre cette exposition à plus grande échelle et inviter d'autres établissements pour que certains puissent bénéficier de cette expérience. C'est à ce titre que le ministère de l'Éducation nationale est partie prenante du développement durable. En effet, étudier la biodiversité peut faire disparaître les sachets plastiques, sacs poubelles ou d'autres objets en matière plastique pas biodégradables qui durent très longtemps, jetés avec négligence le long des routes, dans les embouchures du canal ou sur le long des plages qui s'accumulent et dégradent l'environnement. En appuyant l'éducation et la formation à l'environnement, le ministère de l'Éducation nationale va modestement contribuer à l'impulsion d'une conscience éco-responsable forte chez les jeunes Gabonais. Et cette semaine de la biodiversité a été l'occasion pour nous d'expérimenter, de mettre en œuvre certains points qui sont inscrits dans le plan opérationnel Gabon Vert. Je vais vous prendre par exemple la visite de l'arboretum de Sibang, à l'IFAMETRA. Nous sommes allés avec les meilleurs élèves de chaque classe du complexe scolaire de l'Institut Léon-Bas. Mais j'ai vu des étoiles dans les yeux des élèves. Ils étaient contents. Ils ont découvert ce qu'était un okoumé. Ils ont découvert la photosynthèse. Ils ont découvert pas mal de choses. Cette semaine, nous avons eu une exposition sur le parc naturel de Pongara. Ils ignoraient qu'à 10 minutes de Libreville, il y avait un parc naturel où il y a des éléphants, des buffles, en mer, il y a des baleines, des tortues luttes. Ensuite, nous avons eu l'occasion de confectionner des abat-jours à partir de déchets. Vous avez un exemple là. C'est une lampe qui a été faite à partir d'un PVC jeté, à partir de tissus d'un tailleur jeté, à partir de résidus d'une menuiserie ou d'un câble électrique jeté. C'est la preuve qu'il y a un génie créatif. Et tous ces éléments sont dans le Gabon Vert. C'est la preuve que tout le monde peut le faire. Nous, on l'a fait en 2-3 semaines, avec une véritable volonté
de la plupart des Gabonais, nous pouvons réussir à accompagner le chef de l'État dans la matérialisation du Gabon vert. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme beaucoup d'autres, nous pensons que l'étude de la biodiversité est quand même quelque chose de nouveau pour nous. C'est pourquoi l'avènement de telles journées est pour nous très profitable. Cette pédagogie, cette communication, je crois qu'il faut de plus en plus l'animer. Le rôle des éléphants dans la forêt, ils sont là pour surveiller la forêt pour que d'autres animaux ne viennent pas. C'est pourquoi on les appelle, bon, par ma connaissance, c'est pourquoi on les appelle les rois de la forêt, quoi. Vous savez que le Gabon a 400 essences de bois? Non. Donc vous ne pouvez pas nous citer ne serait-ce que 10? Non, du tout. Animaux protégés du Gabon, vous en connaissez au moins 10? Au moins 10, non. J'en connais, mais au moins 10, non. Des fois, on sait que l'éléphant est un animal protégé. Quoi d'autre? Oh, je sais pas. Vous connaissez pas le rôle de l'éléphant dans la brousse? Non. Vous avez posé des questions à des Gabonais. Bien qu'ils soient entourés de forêts, mais qui avaient du mal à citer 5 ou 6 arbres. Et ça veut dire que je crois que vous êtes dans le plein. Peut-être vous avez visé quelque chose qui devient essentiel aujourd'hui, la biodiversité, la connaissance de la biodiversité. C'est un travail d'endurance qu'il faut absolument faire aujourd'hui pour que le plus grand nombre de Gabonais sachent que le Gabon est un pays qui apporte beaucoup. Il est vrai que le chef de l'État le fait tout le temps. Aujourd'hui, il en est le leader. Jusqu'à présent, Ouani a été financé sur fonds propres et par la bienveillance de son écosystème. Mais pour passer au stade suivant, nous avons besoin d'avoir de nouveaux partenaires, que sont les grandes entreprises installées au Gabon et en Afrique. Notre objectif aujourd'hui, c'est de mettre en lumière tout ce qu'elles font en termes d'RSE. Aujourd'hui, la RSE est dans le plan stratégique, c'est un enjeu stratégique de toutes les entreprises. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui posent des actes positifs, mais qui sont très peu connus par les populations. Et c'est là que Ouani intervient, en expliquant, en faisant de la pédagogie autour de la politique RSE de ces entreprises, mais toujours en mettant ça en rapport avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Au Gabon, vous avez des multinationales, je ne voudrais pas en citer, pour ne pas oublier certaines, mais qui posent des actes, qui construisent des écoles, qui réfectionnent des routes, qui alimentent des hôpitaux. Mais tout ça n'est pas connu par les Gabonais. Je vais vous prendre un cas sans citer, mais je pense que cette entreprise va se reconnaître. Je crois que c'était en 2019. Cette entreprise organise un concert. Ils mettent une certaine somme. Ça a causé un scandale à Libreville. Tout le monde en a parlé. Quelques jours après, il y a le directeur de la communication de cette entreprise qui dit « Mais comment vous pouvez nous tomber dessus alors que notre entreprise est une entreprise citoyenne qui met énormément d'argent en termes de RSE. Mais on aurait fait de la pédagogie sur ce que cette entreprise faisait. Peut-être que les Gabonais n'auraient pas eu cette réaction par rapport au concert qui a été fait. Donc cette entreprise aurait tout à gagner à ce que tous les Gabonais sachent ce qu'elle fait de positif. Et c'est une entreprise qui est bénéfique pour ce pays. Elle se reconnaîtra. Bonjour, je suis Wawa et je vais vous parler de Ouani, la plateforme digitale panafricaine qui s'adresse aux jeunes. Ouani connecte dans leur esprit les objectifs de développement durable avec les politiques RSE des entreprises installées en Afrique. La raison d'être de Ouani est de libérer l'infini potentiel de la jeunesse africaine, en l'éduquant et en la mobilisant autour de l'agenda 2030.
Wani accompagne vos filiales pour transformer l'ensemble de vos parties prenantes africaines en ambassadeurs de votre marque. Grâce à vos engagements citoyens au quotidien, vos parties prenantes ont de belles histoires à raconter. Celles qui parlent notamment d'éradiquer la pauvreté ou de protéger la planète. Et Wani est là pour les transmettre. Wani s'est donné la mission d'être un canal de confiance pour atteindre la jeunesse africaine. Mais il y a une difficulté aujourd'hui par rapport au financement de l'adaptation par les pays du Nord, dans la mesure où l'adaptation ne rapporte pas d'argent à ces pays. Donc le meilleur moyen d'inciter les pays du Nord à financer l'adaptation des pays du Sud face aux conséquences du réchauffement climatique, dans la mesure où ce sont eux qui sont à l'origine du réchauffement climatique, car l'Afrique a 3-5% d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut aujourd'hui miser sur les populations occidentales qui souhaitent aujourd'hui nous accompagner. Il y en a. Je donne des cours en France dans 2 écoles, des étudiants 18-23 ans. Je constate qu'il y a une vraie envie de faire quelque chose pour ces forêts du bassin du Congo. Mais premièrement, ils ne savent pas qu'elles existent et ils ne savent pas les services écosystémiques qu'elles nous rendent. Il s'agit également pour l'Institut, à travers l'engagement de ce jour, de prendre part au plaidoyer du Gabon, qui réclame un soutien plus accru pour les pays africains, qui reçoivent moins de 2% des fonds multilatéraux pour l'adaptation au changement climatique. Si on veut pouvoir appliquer les mesures écologiques dont on a besoin que les citoyens soient sensibilisés à cette question. Et c'est pour ça qu'il y a un acteur démocratique majeur là-dessus, c'est les médias. Et moi, c'est pour cette raison précisément que je suis journaliste. C'est qu'il faut pouvoir informer à très grande échelle les citoyens de la gravité de la situation. Et il faut que les gens comprennent que si on ne fait rien et qu'on n'applique pas ce qui est préconisé, enfin ce qui est proposé par le GIEC, notre société telle qu'on la connaît va s'effondrer. Et je pense qu'il y aurait une adhésion beaucoup plus massive à ces mesures-là si les gens avaient conscience de la gravité de la situation. D'accord, Salomé, mais vous dites il faut que. Mais il se trouve que parfois les gens, comme vous dites, ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord pour qu'on réduise la vitesse, ils n'étaient pas d'accord pour... Et parce je pense qu'il y a vraiment, on a conscience en bruit de fond que oui, il y a une urgence climatique, mais je pense que beaucoup de Français notamment n'ont pas compris le niveau de ce qui nous attend. Très bien, mais c'est les Français. Mais là, c'est le rôle des médias aussi, je pense vraiment, d'en faire une priorité, de le rabâcher jusqu'à ce que tout le monde le comprenne. Wani est donc le récit porté par un personnage, Wawa, qui accompagne les jeunes tout au long de leur apprentissage. L'idée est de mettre en évidence les ressources disponibles sur place pour que la jeunesse africaine s'en empare et puisse se développer avec des projets qui sont à moindre impact. Wani est un gain pour la diplomatie verte qui vise à augmenter les sources de financement des projets du Gabon vert. Il est aussi une initiative nationale qui s'inscrit dans une démarche de développement durable. Une communication internationale spécifique autour de ce projet va davantage crédibiliser son action et le discours du Gabon sur la scène internationale aux thématiques environnementales. Je voulais absolument venir ici pour vous montrer un endroit qui est symbolique pour moi, l'endroit le plus important dans ma vie. Depuis 1957, ma grand-mère est installée au Cap Santa Clara qui se trouve à une demi-heure de Libreville. Quand j'étais petit, tous les vendredis soirs quand on terminait les cours, ma grand-mère emmenait tous ses petits-fils ici. J'ai appris à nager ici,
j'accompagnais ma grand-mère pour faire des plantations qu'on va découvrir tout à l'heure derrière. Et ça a toujours été un endroit exceptionnel. Malheureusement, aujourd'hui, je suis triste de voir l'impact de l'activité humaine avec des bouteilles en plastique, des déchets un peu partout. Et cet endroit, avec cette forêt luxuriante, c'est le seul endroit où les forêts du bassin du Congo croisent l'océan Atlantique. Et il faut la préserver. Et c'est pour ça que je crois que nous, Gabonais, nous avons le devoir historique d'embarquer les jeunesses du monde entier pour préserver ce joyau que sont les forêts du bassin du Congo. Cambodgien et aussi gabonais de Libreville, Jean-Luc Aloli, la soixantaine révolue, résidant depuis plus de 30 ans au Cap Santa Clara, est un témoin vivant des effets du réchauffement climatique. Dès son installation, Jean-Luc a pris conscience de la menace liée à l'avancée des eaux sur le continent. Muni de matériaux de récupération, il a bâti sa case. Elle peut être démontée et remontée à souhait, selon ses désirs et en fonction des besoins. Même si, à première vue, il ne laisse présager du danger, les glissements de terre fréquents sur la façade de cette falaise l'inquiètent au plus haut point, a-t-il confié hors caméra. De même qu'il s'interroge sur le temps dont il dispose avant la survenue d'une catastrophe. On va dire 1 mètre sur 1 an sur la terre, et là, comme par enchantement du fond de Libreville et la Pointe-Denis, ça a causé beaucoup de dégâts. Donc, ce qui fait que par endroits, il y avait du sable et que tout d'un coup, le sable se barre. Et sans compter que ce phénomène-là arrive de dégradage, parce que en même temps, vous avez le phénomène que la mer dégrade, en même temps, l'arrivée des pluies qui font en sorte qu'à un moment ou à un autre, qu'on le veuille ou pas, les courants de pluie qui coulent sur terre et qui se rabattent sur la mer emportent du sable et de la terre. Et au moment des marées remontantes, eh bien, c'est comme ça que la marée gagne beaucoup plus sur la terre. Au lieu d'1 mètre par an, on est passé d'1 mètre à 2 à 3 mètres maintenant par an. Donc du coup, ça nous a déjà beaucoup handicapés, comme tu peux le constater ici. Je n'avais pas toutes ces billes-là à proximité. Je les avais au moins à 6-7 mètres après la souche du cocotier qui est également couchée par terre. Donc j'avais une bonne, on va dire quoi, une bonne marche avant de toucher l'eau. Et de fil en aiguille, au jour d'aujourd'hui, par exemple, on sait que la mer gagne sur la terre 1 mètre, mais par an. 1 mètre par an. Et puis, si vous êtes trop proche de la mer en 13 ans, si vous êtes à moins de 13 mètres, en 13 ans, ben, vous êtes touché par l'eau. Ici déjà, on a une profondeur de 2,50 m, voire 3, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'eau. Voilà. Et quand la marée est bien haute, qui veut dire que si on vient à cet endroit en pirogue, on peut descendre et puis on peut s'apercevoir que même en levant les bras, la personne qui est au-dessus en train de flotter avec la pirogue ne voit même pas les bouts des doigts. Parce que je l'ai déjà fait, pour bien vous rassurer. Et les eaux arrivent jusqu'au caillou d'abord ? Les eaux arrivent jusqu'au caillou, et du fait que les vagues, comme on a dû s'en apercevoir tout à l'heure,
les vagues vont quasiment s'échouer sur les cailloux là-bas, qui fait que si elles peuvent ramener un peu de sable vers les profondeurs, elles en ramènent. Si elles peuvent repousser le sable vers les terres en ayant, pour que la mer gagne un peu plus sur la, voilà. Et là, en ce moment, ça voudrait dire que la mer gagne beaucoup plus sur la terre que, voilà. En face de nous, on peut s'apercevoir qu'on a une belle forêt qui va partir d'ici peu, parce que plus il y a des glissements de la roche, des blocs, des éboulements de terre, on peut dire que, bon, si je peux me permettre de demander à Dieu de vivre jusqu'à cette époque-là, mais ça va être un peu compliqué, il y a souvent, on va dire, tous les 3-4 ans, des glissements comme ça de blocs de terre. À un moment ou à un autre, je devrais reculer ma case ou, on va dire, démolir ma case pour la remettre plus en arrière que par rapport à là où s'arrête la mer. Donc c'est un peu par rapport à ça que je ne me sens pas obligé de reculer la mer, les cases maintenant, quoi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas construit avec du matériau durable, parce que j'ai fait mes cabanes en bois, et à certains endroits j'ai dû mettre un peu de ciment, mais pour juste qu'il n'y ait pas de pénétration d'eau côté mer, quoi. Voilà. Après ça va. Parlons de phare. Là. Mon emploi du temps avec ma grand-mère quand on était petit, c'est le matin on venait au champ l'aider à planter. Donc là c'est une bananeraie, mais c'est maintenant ma mère qui le fait. Mais elle plantait du manioc, elle le transformait. On a des arbres fruitiers comme les avocatiers, les atangatiers. Et tout à l'heure nous allons aller voir le champ d'ananas. J'ai toujours été proche de la terre parce que ma grand-mère nous faisait planter le manioc, on devait cueillir les goyaves et autres. D'ailleurs, c'est une chance extraordinaire. Quand j'étais petit, au petit déjeuner, j'avais le manguier au pied. Et j'allais cueillir des mangues, j'allais cueillir les goyaves. Et voilà. Là, on a vu les bananiers plus haut. Derrière, il y a des palmiers, il y a des avocatiers, des atangatiers. Il y a à peu près tous les arbres fruitiers du Gabon. Ça n'engage que vous-même. Et tu fais ça sans engrais? Sans engrais? Sans pesticides? Mais regardez bien. Parfait. Voilà, c'est bon. Voilà, tu prends un peu avec ta... Attention. Oui. Ah, c'est monté. J'ai ma grand-mère qui vient d'avoir 104 ans, qui m'a demandé de venir début 2022 pour échanger avec elle. Elle m'a fait comprendre que ma place était au Gabon, qu'elle ne savait pas combien de temps il lui restait à vivre et qu'elle voudrait que je sois vraiment à ses côtés. Elle m'a fait comprendre que je suis quand même le petit-fils de Léomba et que pour Léomba, c'était Gabon d'abord. Si je dois mettre mon énergie, ma créativité, mes connaissances au service d'un pays, ce sera avant tout pour le Gabon. C'est ça, il est parti. Oui, il est parti. Comme il a dit hier, dans la fête. Je crois bien que vous êtes venus chez la peuple du président Léomba, le premier président du Gabon. Ma vie commence à s'éteindre. Parce que j'ai 104 ans aujourd'hui, donc je voudrais qu'avant de partir, là-bas où nous partons, c'est le Seigneur. Avant que tu penses à faire quelque chose, il faut penser d'abord ton pays. C'est pourquoi Léon a dit Gabon d'abord. Avant que tu dors dans le vie, il faut que tu penses je suis dans mon pays. Mais qu'est-ce qui s'est fait demain, je vais faire quoi? Donc, bon, aujourd'hui, on n'a pas ceci, demain, il faut qu'on fasse comme ça. C'est tout ce que je voulais qu'il vienne ici, et pouvoir travailler comme les autres, parce que le temps passe. Et à mon retour, j'ai découvert le plan opérationnel Gabon Vert, qui est un formidable outil,
Et je ne rêve que d'une seule chose, c'est d'être partie prenante et le matérialiser à mon niveau. Comme on dit, je faisais c'est de la prose sans... Bon, bref. Ces 6 derniers mois, en tout cas en France, je parlais tout le temps du Gabon. Comme je vous disais tout à l'heure, je donne des cours dans 2 écoles, une de commerce et une de développement. Chaque fois que je donne des cours, c'est autour des forêts du bassin du Congo. Et c'est extrêmement bien accueilli. D'ailleurs, aujourd'hui, je reçois régulièrement des messages de mes étudiants me disant « Oui, nous, on a envie de s'engager avec vous pour la préservation de ce joyau, de ce trésor. » Mais c'est pour le moment ça, hein. Ça ne parle pas. Il y a le son musical. Coucou, dis-moi ici. Ça va? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, mémé. Ça va, bonjour, bien. C'est la canne, hein? Mais je suis Gabonais avant tout. Wani est un outil au service du soft power du Gabon sur les thématiques environnementales et de développement durable. Il s'agit de mettre en récit l'effort national de lutte contre le changement climatique, de la préservation de la biodiversité, de la protection de l'environnement, car le Gabon dispose d'un riche capital naturel sur tout l'ensemble de son territoire. Nous avons quand même 85% de forêt sur notre territoire. 400 essences de bois, 10 000 espèces de plantes, dont 15% d'endémiques, 705 espèces d'oiseaux, 190 espèces de mammifères et la plus grande concentration d'éléphants de forêt au monde. Sachant que ces éléphants sont les jardiniers de la forêt. La température, les pluies et la montée du niveau de la mer, ce processus impacte sur l'atmosphère et s'étale sur une longue période, comme les différents climats et le temps. Le phénomène épouse le concept de développement durable et doit être compris pour mieux l'expliquer et le prévenir en s'adaptant, a déclaré la fondatrice, déplorant l'absence de médiatisation des métiers de l'environnement et d'une information importante liée au changement climatique dû à la négligence de l'homme et dont l'impact négatif affecte la santé, l'eau, la forêt, les infrastructures et la ressource en eau, y compris les méfaits des cyclones résultant du changement climatique. Pour Christian Mba, diffuser cette information permettra de comprendre clairement ce à quoi renvoie tout ce que le gouvernement croit bon de faire dans l'intérêt du plus grand nombre. Les médias nationaux sont un canal privilégié de sensibilisation et d'éducation de masse aux enjeux du développement durable au Gabon. Ils doivent promouvoir les actions du Gabon vert. Cette communication doit être coordonnée par la primature, en lien avec les ministères sectoriels concernés, recommandations émanant du plan opérationnel Gabon vert. Bien que les réseaux soient indispensables pour comprendre les défis, les menaces contemporaines, puis y faire face, les difficultés de mobilisation et de sensibilisation du corps social révèlent que la mauvaise volonté et l'ignorance de la communauté humaine sont à la base du changement climatique. Cela est si vrai que la formule « Gabon d'abord » du père de l'indépendance, vision pour forger une identité et une conscience nationale, est la preuve que la plupart des Gabonais ont du mal à saisir la pertinence du défi pour la création du soft power du Gabon sur les thématiques environnementales et de développement durable.
Que pensez-vous de l'impact de l'homme sur la nature? Quand je vivais en Afrique, il y a une quarantaine d'années, il y avait des forêts partout. Et maintenant, plus de forêts. Pour moi, c'est mon drame. Ça, c'est l'impact de l'homme, hein. C'est pas le changement climatique. Je trouve que l'être humain, il exagère. S'il n'y a plus de plantes, il n'y aura plus non plus d'êtres humains. On ne pourrait absolument pas vivre sans les plantes. Je serais horrifié si on ne pouvait plus respirer parce qu'on a détruit les arbres. Sans les arbres, on ne respirerait pas, hein. C'est les plantes qui nous donnent l'air que nous respirons. La solution, elle est simple, il faut planter des arbres. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Et ça fait 60 ans que j'étudie les plantes tropicales et il y en a tellement que ma vie ne suffira pas. On ne peut pas avoir tout ça dans la tête, c'est pas possible. Je voudrais vous dire ça, les amis, on a besoin de botanistes. Je garantis que quelqu'un qui connaît les plantes et qui sait comment on les utilise, puis là, il y aura toujours du travail. Donc, pour revenir à Wani, Wani, c'est 3 axes. Le premier axe, c'est la graine de Wani. C'est un programme à travers une application qui permet chaque jour d'informer et de sensibiliser les utilisateurs, d'une part aux enjeux de l'agenda 2030 des Nations Unies et les 17 ODD, d'autre part des enjeux de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des 7 aspirations. Et à cela s'ajoute une illustration faite par des entreprises, les États, les organisations qui ont des modèles vertueux en Afrique. Ça, c'est le premier axe de Wani, la graine de Wani. Le deuxième axe, c'est les Wani Green and Blue Jobs, pour promouvoir les métiers verts et les métiers bleus. Dans la mesure où nous allons devoir nous adapter aux conséquences du changement climatique, il va falloir réparer toutes les catastrophes qui vont arriver. Les métiers verts et les métiers bleus sont appropriés. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un programme Gabon vert, Gabon bleu. Mais pour les réaliser, il faut créer des emplois autour. Et enfin, le troisième axe qui est les Wani Connect People. C'est pour connecter toutes ces jeunesses du monde entier sur cette cause commune qui est la préservation du bassin du Congo. Par ces lumières, je déclare l'ouverture des journées de la biodiversité. Déjà, il faut dire qu'en France, je suis très bien accompagné. J'ai d'excellents partenaires, j'ai un riche écosystème. Wani a été récompensé à plusieurs reprises et reconnu par les membres de l'économie sociale et solidaire en France. D'ailleurs, en 2021, Wani fait partie des 20 startups dans la rubrique éducation et insertion qui ont été choisies par le Change Now Sommet, qui est le plus grand sommet sur les meilleures solutions de développement durable. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, que ça puisse, pour que notre pays aussi puisse arriver à faire ce que les autres font.